En mars 2015, Tamara Samsonova, 68 ans, fait rénover sa maison à Saint-Pétersbourg, en Russie. Un beau matin, elle est là en train de contempler les échafaudages qui masquent sa façade et son amie, Valentina Ulanova, qui a 79 ans, s'approche d'elle. « Eh ben alors, Tamara, ma chère, lui dit Valentina d'une voix douce. J'ai entendu parler de tes travaux, dis donc, ça doit être compliqué de vivre au milieu de tout ce chantier. » Et Tamara hoche la tête d'un air plutôt préoccupé. « Ah oui, c'est un véritable casse-tête, c'est un bordel monstre. » Valentina hésite un instant et puis propose « Et si tu venais séjourner chez moi pendant la durée des travaux, ça serait quand même plus sympa. » Les yeux de Tamara s'illuminent. « Vraiment, tu ferais ça pour moi ?»« Bien sûr, c'est ce que font les amis, » lui répond Valentina avec chaleur. Et Tamara accepte avec empressement. Ni Valentina ni Tamara le savent encore, mais cette amitié va plutôt mal finir pour l'une d'entre elles. Mais si vous aimez les histoires sombres, mystérieuses ou fantastiques, vous êtes tombé au bon endroit parce que je mets une histoire en ligne pour l'instant tous les samedis. Souvenez-vous de vous inscrire, de cliquer sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle histoire en ligne. N'hésitez surtout pas à commenter et à mettre un pouce en l'air si vous aimez, ça aide au référencement. Dès son emménagement, Tamara s'occupe de la maison avec zèle. Elle nettoie, elle fait la vaisselle, elle prépare à manger pour son ami. C'est vraiment la fée du logis. Les journées s'écoulent paisiblement au rythme des tintements de vaisselle, des effluves de plats que Tamara concocte. Tout est merveilleux. Et donc, quelques semaines plus tard, les travaux de la maison de Tamara sont terminés, mais elle n'est pas partie. Et un soir, alors que Valentina s'apprête à lui souhaiter une bonne nuit, Tamara l'arrête un instant. « Valentina, commence-t-elle un petit peu hésitante, est-ce que ça serait possible que je reste encore un peu avec toi ?» Il y a un silence pesant qui s'installe et mesdames, vous connaissez sûrement ça vous-même, où en fin de compte on a envie de dire non, mais elle n'a pas vraiment de bonne excuse, entre guillemets, pour la mettre dehors, elle voudrait bien. En fin de compte, oui, d'accord, elle cède. Oui, d'accord, c'est très bien, dit Valentina, un petit peu mal à l'aise. Et donc, le problème est qu'au fil des semaines, la tension monte entre les deux dames. Valentina est de plus en plus irritée par la présence prolongée de son invité et à la mi-juillet, les choses finissent par exploser. « Écoute, maintenant Tamara, il faut que tu partes », lance-t-elle d'un ton ferme. Et Tamara, le visage totalement fermé, lui réplique froidement « Non, 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 je partirai pas ». S'ensuit donc une dispute relativement violente qui laisse les deux femmes meurtries et silencieuses pendant plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours, elles se font restent en silence. Et le 23 juillet, encore un orage qui éclate, et cette fois-ci à propos d'une petite chose, quelque chose à propos de tasses sales dans l'évier, c'est suffisant pour mettre le feu aux poudres. « Tu devrais même pas être ici !» crie Valentina totalement hors d'elle. « Je t'ai dit que je ne partirai pas !» hurle Tamara en retour. Et puis soudain, comme frappée par une révélation, comme un coup de tonnerre, Tamara se calme d'un coup. « D'accord, » dit-elle calmement. « Ok, j'ai compris, je vais partir. Donne-moi juste quelques jours, » lui demande-t-elle. Le soulagement se lit immédiatement sur le visage de Valentina. Et pour célébrer leur réconciliation et son départ proche, Tamara propose de préparer le dîner. « Bon, alors je vais te faire ta salade préférée », annonce Tamara avec un sourire qui n'atteint pas les yeux.
Tamara sort faire quelques courses pour faire la salade. Alors elle commence par s'arrêter à la pharmacie où elle achète des somnifères et puis après à l'épicerie où elle va acheter diverses choses. De retour à l'appartement, elle prépare sa salade avec soin et elle écrase discrètement les pilules dans la vinaigrette. Et tout ça, elle le mélange pour en faire donc la salade préférée à Valentina. Valentina mange sa salade avec appétit, et puis la soirée se finit. Cette nuit-là, donc, vers 2 heures du matin, Tamara descend silencieusement les escaliers et elle trouve Valentina inconsciente sur le sol, mais toujours en vie. Ah, toujours aussi coriace, hein, Valentina, murmure Tamara avec un mélange d'admiration et de frustration. Elle sort une scie à métaux de son sac. « Ben écoute, j'espérais ne pas en arriver là, ma chère amie, dit-elle doucement, mais tu ne me laisses pas le choix. » Les heures qui suivent sont donc un cauchemar de bruit et de sang. Tamara travaille méthodiquement, elle découpe le corps de son ami avec une précision quasi chirurgicale. « Les poumons, marmonne-t-elle, toujours mon morceau préféré. » Donc elle met les poumons de côté et elle met d'ailleurs la tête de Valentina dans une grande casserole d'eau bouillante. Un dernier repas entre amis, ricane-t-elle. Et pendant que la macabre cuisine mijote, Tamara fait des allers-retours incessantes vers le lac voisin et les alentours pour se débarrasser des restes de Valentina. Vous pouvez d'ailleurs voir sur ces images de vidéos de surveillance, en fin de compte, Tamara en train de faire ses allers-retours. Quelques jours plus tard, un couple qui promène son chien fait la terrible découverte, donc il trouve des morceaux du corps de Valentina dans des sacs plastiques. Et donc la police ne tarde pas à frapper à la porte de Tamara. Madame Samsonova demande l'officier. Écoutez, nous avons trouvé le corps de votre amie Valentina. Est-ce que nous pouvons entrer? Tamara, le visage impassible, répond oui, bien sûr, faites donc. Donc les policiers entrent et fouillent l'appartement et ils découvrent plein de preuves totalement accablantes parce que Tamara n'a en fin de compte pas vraiment rangé après elle, donc ils trouvent du sang dans la salle de bain, du sang dans la cuisine, une scie à métaux couverte de sang, bien entendu c'est le sang de Valentina, et ils trouvent entre autres le journal intime de Tamara qui est rempli de détails méticuleux sur 14 meurtres rituels commis au cours des 20 dernières années. Tamara est donc arrêtée et elle admet immédiatement les faits. Oui, c'est moi qui ai fait tout ça. Et donc arrive son procès. Et lors de son procès, elle semble vraiment de bonne humeur. Elle fait des petits coucous aux journalistes, elle leur souffle des baisers, totalement en décalage avec la réalité. Et elle déclare au juge « J'espère que vous me donnerez une peine très très sévère, hein. Je m'attends à mourir en prison. » Bon, vu l'âge qu'elle avait, de toute façon, ça ne pourrait pas durer éternellement, bien entendu. Et puis, par la suite, Tamara s'est depuis rétractée. Et on s'est rendu compte qu'elle n'a pas tué 14 personnes, parce que dans une partie de son journal, qui était tenu en plusieurs langues, il était tenu en russe, en allemand et en anglais, en partie, et c'était très fouillis, très mélangé. Par exemple, 4 des personnes qu'elle dit avoir tuées dans son journal, une d'entre elles a été retrouvée en vie en tout cas. Donc on sait qu'elle a aussi affabulé quelque peu. Donc on en est toujours en train d'alterner entre 2 et 11 personnes, entre autres son ex-mari et un locataire, qui auraient été tués, qui auraient été assassinés tous les deux, et également coupés en morceaux. Pendant longtemps, on a donc eu des doutes en se disant « mais est-ce qu'elle est vraiment cannibale ou est-ce qu'elle l'a fait croire parce que c'était un délire ou est-ce qu'elle est en train de jouer la comédie pour nous faire croire qu'elle est folle pour éviter d'avoir la responsabilité des meurtres ?» Tamara, qui est surnommée par les médias la Baba Yaga, la grand-mère éventreuse ou la grand-mère meurtrière ou ogre, Baba Yaga
à part être le nom donné à John Wick dans la série de films. C'est un personnage mythique slave, généralement une vieille femme qui est sorcière, cannibale, méchante, ogresse, enfin bref, une personnalité qui se déplace un petit peu. Et finalement enfermée dans un hôpital psychiatrique pour le reste de sa vie, elle n'en sortira jamais. Elle est toujours en vie, elle est toujours dans cet hôpital psychiatrique à l'heure où je raconte cette histoire. Et pour l'instant, elle laisse vraiment derrière elle un mystère macabre qui continue à hanter Saint-Pétersbourg parce qu'on se pose toujours beaucoup de questions. Vous pouvez voir ce reportage russe qui a été fait à la période de son procès. Je vous ai fait une traduction avec des sous-titres en français. Vous pouvez le voir vous-même et suivre une partie de l'enquête. В небольшом кабинете, где мы говорим со следователем Артуром Нахшуновым, еще недавно на месте визитера сидела сама Тамара Самсонова, тогда не обвиняемая. Приходила рассказать, что в 2000-м, 15 лет назад, пропал ее муж. Уверяла, что в милицию до того обращалась, но безуспешно. Она тогда была как один из заявителей по факту безвестного исчезновения гражданина. Ничего такого, что могло бы мне позволить запомнить Самсонову по какому-то там нестандартному поведению или нестандартному видению мира, этого не было, конечно. О ее внешней адекватности и способности логично рассуждать говорит и Надежда Вишнякова. Она была адвокатом пенсионерки на процессе, где принималось решение об аресте. В интервью называет Самсонову артистичной, культурной и очень внимательной, а после, как будто совсем неожиданно, призывает проявить сострадание. Женщина одинокая, передачки одежды у нее в следственном изоляторе и на Грибакиных своих нет. Все же хочется и побаловать себя вкусненьким. Она любит вкусненькое, любит сладкое. Поэтому хотелось бы попросить людей, чтобы к 1 октября следственный изолятор, если есть возможность, принесли ей какие-то вещи или еду. Любовь Самсоновой к хорошей жизни, возможно, и стала причиной последнего убийства. Она признавалась, что у приютившей ее Валентины Улановой жила как в сказке. Но когда той надоело заботиться о приживалке, возникла ссора. Самсонова купила таблеток и подсыпала их в еду благодетельницы. Никакого ритуального смысла это убийство, судя по всему, не имело, и вряд ли речь идет о людоедстве. Внутренних органов действительно не нашли, но этому есть другое объяснение. В общем доступе были видеозаписи о том, как она выносила из подъезда мешки с частями трупа Улановой. И даже на видеозаписях, имевшихся в общем доступе, видно, как один из заставленных пакетов забрал дворник и поместил в мусоровоз. В день, когда Самсонову задержали, она призналась в 4 убийствах, утверждая, что помимо Валентины Улановой убила в разное время еще 3 своих квартирантов. Но потом показания поменяла, оставив на совести только 2 преступления, рассказав, что 2 других просто выдумала. Одну из этих воображаемых жертв уже нашли. Мужчина оказался жив и невредим, вероятно, он был любовником Самсоновой. Второго до сих пор ищут. И теперь следователи полагают, что в общей сложности было именно 2 убийства. В 2003-м пенсионерка, так же как и сейчас, отравила и расчленила 44-летнего жителя Норильска, о чем во время следствия рассказывала подробно и без каких-то эмоций. Ни угрызений совести, ни странной радости, которую все наблюдали во время судебного процесса. Важно дифференцировать, реально этот человек так себя ведет в результате психического расстройства, или он умышленно симулирует психическое расстройство, чтобы избежать уголовной ответственности. Поэтому чисто по внешним признакам, по каким-то гримасам, выкрикам делать далеко идущие выводы о том, что он имеет тяжелое психическое расстройство, нельзя. Возможно, это поведение было просто вызвано нехваткой внимания, поскольку вообще-то Самсонова никогда не была склонна демонстрировать свои чувства. Единственное, что мне запомнилось, что она очень расстроилась, что в ванной в ее квартире был снят кафель при производстве следственных действий. Это ее расстроило. То, что пенсионерка огорчилась беспорядку, тоже немного странно. Вот эта фотография ее комнаты, какой ее нашли оперативники. Примерно так же хаотично и сумбурно выглядят записи в ее дневниках. Большая часть на немецком, и в основном здесь какие-то бытовые подробности, из которых становится ясно, как жила Самсонова. Она мало спит, пьет очень много кофе, читает, иногда пьет водку, регулярно ездит в центр гулять и смотреть фильмы в кинотеатрах. Среди всех этих бесконечных описаний действия покупаю помидоры, звоню по телефону, сплю. Есть лишь иногда что-то хоть сколько-то неожиданное. Вот здесь я выгляжу плохо, сплю в ванне. Или сегодня плохо, страшно, плачу, пью корваол, потом сплю, встаю в 2 часа ночи.
Здесь никаких упоминаний о случившихся убийствах или их подготовке, даже намеков. Конечно, может быть, что это просто не весь дневник, и есть какая-то другая его часть, способная пролить свет на все тайны в этом деле. Но скорее это означает лишь, что следователям придется рассчитывать только на себя, а психиатрам разбираться не в сумбурных заметках на немецком, а в запутанных мыслях и чувствах 68-летней пенсионерки Тамары Самсоновой. Алексей Квалков, Варвара Перова, Николай Евстафьев и Роман Суслопаров. НТВ, Петербург. Et voilà, alors, maintenant que vous avez vu tout ça, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est folle? Elle simule la folie? Elle simule de ne pas être folle? Elle est psychopathe ou elle est psychotique? Ou les deux? Est-ce qu'elle est coupable de cannibalisme? Est-ce que son cerveau est en roue libre? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, à part ça, écoutez, gardez la tête sur les épaules jusqu'à samedi prochain pour un nouveau récit de l'ombre. Faites bien attention à vous. À bientôt. Au revoir.